Il n'est toujours pas aisé de naviguer sur le fleuve Congo. Scandale hydrographique, le pays n'offre toujours pas de garantie de voyage à cause d'une sécurité fluviale quasi inexistante en RDC. Alors l'absence des routes reliant les principales villes du pays, le transport fluvial demeure le moyen de circulation le plus utilisé, encore bien plus pour les populations à l'intérieur du pays. Le pays d'ailleurs qui vit de multiples accidents en fluviaux. Le dernier cas est celui vécu dans la commune de Maluku. Deux baleinières se sont rentrées dedans, des dégâts matériels importants, mais aucune perte en vie humaine. Gestion et risque de la voie fluviale en RDC, qu'en est-il? C'est donc le dernier dossier. Collusion et naufrage de deux baleinières sur le fleuve Congo la semaine dernière. Plusieurs dégâts matériels et pas de perte en vie humaine signalés, heureusement. Le drame se produit et l'irréparable a été évité et l'intervention se révélait aussi efficace grâce également à cette proximité avec les ports de fortune dans les berges de Kinshasa. Et les personnes qui conduisent ou qui guident n'ont même pas une formation qualifiée pour ce genre de travail. Des fois, ils conduisent sans même des instruments de navigation. Mais les accidents sur les eaux en RDC se comptent en nombre chaque année, mettant en cause des vies, des biens, des embarcations et des métiers rares. Malgré l'existence des services de l'administration, des établissements et entreprises publiques dédiés à la gestion du domaine de transport fluvial, lacustre et même maritime, le Congo est encore à la traîne par rapport aux autres. Là, il faut que l'RVF intervienne pour peut-être draguer ou baliser convenablement, nous donner peut-être une issue de sortie. Pourquoi le fleuve, les lacs et rivières navigables sont-ils demeurés dangereux au trafic et leurs lits devenus cimetières naturels? Pour les longs déplacements, les Congolais ont la possibilité de se servir du fleuve et de ses affluents, outre les routes, les rails et les airs. Mais les voies navigables sont le seul ou les rares à attirer l'attention des voyageurs à cause du risque qu'elles représentent. Les quelques embarcations qui y circulent encore sont essentiellement constituées de cargaisons, des produits agricoles en provenance des campagnes pour les grands centres, notamment la capitale Kinshasa. Si la navigation du fleuve Congo à Matadi est difficile à cause de ses 32 chutes, sans compter les montagnes, mais il est sur de tronçons favorables. Il en est de même pour ses affluents, les lacs et d'autres rivières. L'absence de balisage des eaux en RDC est la cause qui rend ce domaine sans intérêt. Selon des spécialistes, tant que le gouvernement ne veillera pas à l'entretien des voies de navigation ou la qualité des embarcations et le respect des règles en la matière, le pays continuera à perdre dans un domaine où il y a beaucoup à gagner. Les opérateurs publics, qui sont censés être maîtres de terrain sur les eaux congolaises, sont pour la plupart obsolètes, soit en faillite. La régie de voies fluviales, les lignes maritimes congolaises ou l'ex-ONATRA peinent à être à la hauteur des attentes à cause par ailleurs d'une gestion atypique des mandataires congolais. Aujourd'hui, le fleuve, les rivières Kasai, Ubangi, Lualaba ou les lacs Tanganyika, Mai-Ndombe, Kivu et autres cours d'eau sont pris d'assaut par des armateurs privés qui proposent des services à la carte, mais surtout des voyages avec autant de risques. C'est à peine que quelques randonneurs peuvent s'offrir une traversée en yacht entre Brazzaville et Kinshasa ou le long du fleuve, se rendre à Bukavu par Goma à travers le lac Kivu ou faire une randonnée sur le lac le plus poissonneux, le Tanganyika. Mais quitter Kinshasa pour Kisangani en passant par Mbandaka ou quitter le Kasai pour la capitale via le Grand Bandundu demeure encore difficile, surtout avec des bateaux et des baleinières de génération moyenâgeuse. Pays des Grands Lacs et territoire majeur du bassin du Congo, la RDC regorge l'un des potentiels hydrauliques uniques au monde, mais les moins exploités possibles. Il est temps pour que les décideurs en prennent soin pour le bonheur de tout un peuple.
Freddy Mulumba, vous êtes arrivé également d'emprunter la voie fluviale. Est-ce que vous êtes toujours senti en insécurité? Vous savez, ça prouve que l'État n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Donc, avec le deuxième mandat du chef de l'État, il faut repenser à réinventer l'État. Un État qui est proche de notre peuple, qui travaille pour les intérêts de la population congolaise, et non un État qui travaille pour les intérêts étrangers. Voilà ce qu'il faut faire par rapport à ce qui se passe actuellement avec des bateaux qui chavirent à tout moment. Oui. Alors justement, est-ce que vous pensez que c'est l'absence d'une politique à mettre sur pied ou carrément une politique existante, mais le manque de volonté des politiques? Non, je dis qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Vous savez, dans notre histoire, on a connu à peu près des modèles d'État. Il y a eu l'État colonial qui travaillait pour les intérêts étrangers, pour la Belgique et les multinationales. Vous avez l'État, on peut dire patrimonial, qui était construit par Mobutu, qui a travaillé pour soi-même, aussi pour les intérêts étrangers. Mais tous ces États se sont effondrés. Les premiers fondements de l'État, c'est entre 60 et 65. Il y avait un vide, il y avait des guerres civiles. Le deuxième État patrimonial qui a connu son déclin avec le départ de Mobutu, il y a eu le vide et l'AFDEL est arrivé pour nettoyer. Mais maintenant, nous sommes en train de tenter de mettre en place un nouvel État. Moi, j'ai dit que ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est pas copier le modèle colonial, tout comme le modèle patrimonial de Mobutu. Il faut réinventer un nouveau modèle de l'État. Ça signifie qu'il faut que les intelligences y travaillent. Politologues, sociologues, philosophes, tout le monde doit travailler pour voir quel est le mode de l'État qu'il faut pour nous, qui est adapté à notre histoire, à notre culture. Pour le moment, le modèle que nous avons, c'est un modèle hérité de la colonisation. Archaïque. Hérité de la colonisation, un modèle de l'État occidental. Donc il faut penser à un modèle de l'État africain, de l'État congolais. Et ça demande une certaine invention. Alors justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un manque à gagner quand on sait, on l'a dit dans ce dossier que nous avons suivi tout à l'heure, les voies reliant les provinces par voie routière sont pratiquement quasi inexistantes et donc la plus grande partie utilise donc la voie fluviale. Est-ce que vous pensez que c'est un manque à gagner? Si, c'est un manque à gagner parce qu'il faut dire que ce n'est pas efficace avec tous ces petits bateaux. Si on met de l'ordre, on réfléchit, on organise tout ce qui est voie maritime, on a des bons bateaux, on a des gens compétents, je pense que ça sera très rentable pour les pays. Mais pour le moment, comme il n'y a pas d'État qui peut définir, qui peut concevoir même la manière de travailler, voilà pourquoi il y a toujours des morts. À quel niveau ça devrait commencer justement cette réforme? Je pense au niveau d'abord des penseurs. Quand les gens pensent, réfléchissent, on a beaucoup de spécialistes dans ces pays, ils doivent réfléchir et proposer à l'État qu'est-ce qu'il faut faire. L'État, les politiciens, il faut dire qu'ils prennent des décisions, mais n'ont pas toutes les compétences pour comprendre ce qui se passe. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine, comment dirais-je, coopération entre les hommes politiques et les hommes de science. Si on met la science au service du peuple, vous aurez de bons résultats. Dans toutes les grandes puissances, c'est ce qui se passe. Vous adorez aujourd'hui la Chine, vous adorez l'Amérique, mais ce n'est pas n'importe qui invente, c'est la science. Il faut faire appel à la science pour permettre à ce que les hommes politiques aient de bonnes solutions afin d'améliorer le bien-être de la population. Alors avant de nous séparer, on va peut-être revenir très rapidement sur ce que nous disions au début, même ce cas également de sécurité sur la voie fluviale. La RDC, est-ce que vous pensez que le pays est en danger? Si, nous sommes en guerre. Donc ce qui se passe ici, je dirais, Mosée Laurent Kabila l'avait dit, la guerre sera longue et populaire. Donc nous devons nous préparer à nous battre. Le monde est fait ainsi. Donc si vous êtes faible, on vous écrase. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent on n'aime pas la guerre, il faut aller négocier. On va négocier quoi? Qu'on cède nos territoires pour qu'on devienne des esclaves, des Rwandais, des Ougandais et des étrangers, des multinationales. Donc ce qui se passe maintenant ici, c'est une guerre de libération. On n'a pas d'autre choix. Soit nous la gagnons, on devient indépendant, autonome et libre, soit nous la perdons, nous devenons esclaves des autres. Le Congo disparaît. Votre message aux populations de l'Est? C'est d'abord à tous les Congolais de se mobiliser déjà pour mettre fin à cette guerre. Donc il faut que la population, l'opinion publique, tout le monde doit être derrière les FARDC pour que la guerre, pour qu'on gagne cette guerre. Pas la guerre pour la survie de notre nation, pour notre liberté,
pour notre indépendance économique. Vous avez suivi, le Rwanda occupe quel territoire? C'est là où il y a des matières premières, de ce qu'on appelle des mines stratégiques. Qui en profitent? Les multinationales. Vous pensez que ces gens vont quitter le territoire sans la guerre? Vous vous trompez. Regardez l'histoire. Les peuples qui ont perdu la guerre ont perdu leur autonomie, leur souveraineté, leur indépendance et leur territoire. L'État, dans l'histoire du monde, la construction des États passe par des guerres. Vous voyez ce qui passe en Israël. Les Israéliens se battent pour retrouver leur État qu'ils avaient avant qu'ils soient chassés vers les années 90 de notre ère. Parce que la Palestine, telle qu'elle est là, c'est une création de l'Empire romain. Ce n'est pas une création... Auparavant, c'était l'Israël qui existait. Donc les Israéliens se battent pour récupérer leur territoire. Et donc les Congolais devraient faire de même. Et nous disons donc longue vie à l'Holocauste au Congo dans la balkanisation. Oui, nous devons nous battre d'abord pour éviter que les massacres des Congolais continuent. Nous battre pour que notre territoire ne soit pas sous contrôle des étrangers, des Ougandais et des Rwandais. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et donc nous disons une fois de plus longue vie à Holocauste au Congo. Je t'ai fait quand même un cadeau, parce qu'il faudrait que les gens portent pour qu'ils comprennent que la patrie est en danger. Et ça, Likambo Yamabele, comme disait le président Tshisekedi. Voilà, merci beaucoup pour ce présent. Vous retrouvez très vite sur notre plateau, mesdames et messieurs. C'est donc par ici que nous mettons un terme à cette édition de ce magazine. Donc merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de B1 Télévision et B1 FM adresse son soutien aux populations dans l'Est, aux populations générales et spécifiquement au FARDC.